On pense tous connaître l'histoire du Titanic. Le naufrage, les passagers de première classe, les héroïsmes, les chiffres et les images. Pourtant, un détail essentiel a été effacé des récits officiels. Un homme noir était à bord. Son nom était Joseph Laroche. Il était haïtien. Pendant plus d'un siècle, son histoire a été reléguée au silence. Dans cette vidéo, nous n'allons pas encore vous raconter le naufrage d'un navire, mais l'histoire du seul homme noir à bord du Titanic. Le 14 avril 1912, le Titanic entre en collision avec un iceberg au milieu de l'Atlantique et plus de 1500 vies basculent. Parmi elles, une histoire longtemps restée dans l'ombre, celle de Joseph Laroche. Cette nuit-là, le paquebot présenté comme insubmersible frappe la glace et condamne ses passagers à un destin brutal. Dans la liste interminable des victimes apparaît un nom singulier, presque invisible dans les récits officiels. Joseph Laroche est ingénieur, haïtien et surtout le seul passager noir à bord du Titanic. Pendant des décennies, sa présence reste à peine mentionnée, comme si elle dérangeait la mémoire collective. Et pourtant, il était bien là, au cœur de l'un des naufrages les plus célèbres de l'histoire. Sa trace aurait pu disparaître définitivement après la mort de sa plus jeune fille en 1998. Mais grâce au journaliste Serge Billet, qui a consacré plusieurs années à mener une enquête minutieuse, cette histoire a pu être préservée. L'histoire commence en Haïti, là où tout a débuté. Joseph naît en 1886 et grandit auprès de sa mère, son père ne l'ayant jamais reconnu. Elle porte seule la responsabilité de son avenir et refuse que le destin décide à sa place. Cette mère nourrit une ambition précise, faire de son fils un homme libre et autonome. Elle mise sur l'éducation comme seule arme contre la dépendance et la misère. Son projet est possible parce qu'elle a fait fortune dans le commerce du café, un secteur prospère à l'époque. Autour d'eux gravitent des figures influentes du Cap haïtien, deuxième ville du pays. Un oncle formé à la médecine à Paris, un cousin par alliance élu député à seulement 27 ans, tout semble indiquer que Joseph est destiné à aller loin. Mais jusqu'où ce parcours exceptionnel pouvait-il le mener ? L'ambition de Joseph semble presque inscrite dans son sang. À 14 ans à peine, il annonce à sa mère qu'il veut devenir ingénieur. Cette décision n'est pas une lubie d'adolescent, mais l'aboutissement d'un projet mûri de longue date. Sa mère, Eusélie Laroche, voit dans cette vocation la confirmation de ses propres sacrifices. Pour elle, l'avenir de son fils mérite tous les efforts possibles. En 1901, Joseph quitte Haïti pour la France, un voyage lourd de promesses et de ruptures. Sa mère est fière de ce garçon animé par une foi inébranlable en son destin. Elle accepte des dépenses considérables pour lui ouvrir les portes de l'excellence. L'adolescent est inscrit à l'Institution du Saint-Esprit, à Beauvais, un pensionnat dirigé par des religieux. Plus de 1000 francs par an, une somme colossale pour une école qui assume clairement sa vocation élitiste. Ce départ marque un tournant décisif dans la vie de Joseph. Il traverse l'Atlantique, débarque au Havre, puis rejoint Paris avant de prendre un dernier train vers Beauvais. Avant même la rentrée, il observe, compare, s'imprègne de ce nouveau monde. La France qu'il découvre n'est pas celle des images qu'il avait vues. Ici, quelque chose lui échappe encore. Beauvais n'a rien de la France rêvée à distance. Joseph connaissait Saint-Nazaire, Bordeaux, Paris, à travers des photos et des récits. Le Havre et la capitale ne l'avaient pas profondément dépaysé. Mais Beauvais révèle une autre facette du pays, plus austère, plus silencieuse. Chaque jour, cette France-là le surprend un peu plus. La ville s'installe déjà dans les couleurs de l'automne. Le froid et le brouillard, typiques de la région, apparaissent bien plus tôt qu'il ne l'imaginait. Pour Joseph, habitué au climat du Cap haïtien, ces températures sont une épreuve. Le soleil se fait rare et les journées semblent plus courtes. Ce froid inconnu devient l'un de ses premiers adversaires. Au fil de ses promenades, Joseph découvre les symboles de Beauvais. Il admire l'Hôtel-Dieu, la cathédrale Saint-Pierre, et s'imprègne de l'histoire locale, notamment celle de Jeanne Hachette. La ville compte à peine 28 000 habitants, presque 2 fois plus que le Cap, mais l'ambiance est radicalement différente. Moins de bruit, moins de lumière, plus de rigueur, et surtout une météo capricieuse qui façonne le rythme des jours. Lorsque la rentrée arrive, une question plane en silence. Sera-t-il rejeté à cause de sa couleur de peau ? À Beauvais, les Noirs sont rares, et Joseph attire les regards. Il devient un objet de curiosité lors des premières récréations, mais sans hostilité manifeste. L'étonnement l'emporte sur le rejet.
À cette époque, le racisme est si souvent social avant d'être racial. Or, dans ce collège réservé aux élites, tous les élèves viennent de familles fortunées. Joseph n'y fait pas exception et il n'est pas seul à venir de loin. Autour de lui, des enfants des Antilles, d'Afrique ou d'Asie, fils de ministres, de diplomates, de hauts fonctionnaires, dans cette micro-société privilégiée, l'appartenance sociale efface, pour un temps, d'autres frontières. Mais jusqu'à quand cette protection silencieuse allait-elle tenir? Et que se passerait-il le jour où Joseph devrait affronter le monde au-delà de ses murs? À l'institution du Saint-Esprit, le rythme est exigeant et la discipline constante. Les journées sont réglées avec rigueur, laissant peu de place à l'improvisation. Joseph s'adapte vite et, dès les premiers mois, ses résultats sont solides. Son rêve de devenir ingénieur reste intact et guide chacun de ses efforts. Il refuse de négliger la moindre matière, même celle où il éprouve plus de difficultés comme l'anglais. Joseph excelle en mathématiques, en physique et en chimie, mais il sait que l'excellence demande de la constance partout. Cette obsession du travail bien fait devient sa marque de fabrique. Durant toute cette première année, il ne peut appeler sa mère que 2 fois. Une première fois en septembre, pour annoncer son arrivée saine et sauve, une seconde fois en mai, après des mois de silence, lourd d'émotions contenues. À l'approche de l'été, l'effort porte ses fruits. Joseph réussit son examen de passage et peut enfin souffler. Il reste néanmoins au pensionnat soumis aux études et aux prières quotidiennes. Mais les religieux organisent des excursions qui lui offrent une ouverture nouvelle. La Picardie devient peu à peu une terre moins étrangère. Au fil de ses sorties, Joseph découvre la région qui l'accueille. Il observe les veaux marins de la baie de Somme, les avocètes des marais d'Île. Il visite Soissons, Noyon et apprend que Charlemagne y fut consacré. Mais une excursion marque son esprit plus que toutes les autres. À Villers-Cotterêts, il découvre la maison natale d'Alexandre Dumas. Cette visite résonne profondément en lui. Dumas, fils d'un homme né à Saint-Domingue, incarne un pont entre 2 mondes. Pour Joseph, cette filiation n'a rien d'anecdotique. Elle prouve qu'un destin issu des marges peut laisser une trace indélébile dans l'histoire. Ce jour-là, quelque chose se renforce en lui, sans qu'il sache encore quoi. En octobre 1903, les cours reprennent et Joseph change de statut. Il fait désormais partie des grands du collège. On attend de lui qu'il fasse preuve de charité, qu'il rende visite aux pauvres et qu'il participe au spectacle. Mais surtout, on attend qu'il continue d'étudier avec la même rigueur. La pression augmente et Joseph avance sans faillir. À la fin de l'année scolaire, le verdict tombe. En 1904, il obtient son baccalauréat. Pour le jeune haïtien, c'est une consécration. Le premier grand objectif de son parcours français est atteint. Une promesse faite à sa mère vient d'être tenue. Plus d'1 siècle plus tard, l'institution existe toujours, mais plus dans ses murs d'origine détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2019, Serge Billet s'y rend et rencontre le directeur de l'établissement. Celui-ci n'avait jamais entendu parler de Joseph Laroche. Cette absence de mémoire surprend, mais elle révèle aussi à quel point certaines histoires s'effacent facilement. Comment un élève aussi brillant a-t-il pu disparaître à ce point des souvenirs d'une institution entière? Et que restait-il encore à découvrir de son parcours? Après son baccalauréat, Joseph ne quitte pas immédiatement la région. Il intègre l'Institut agricole de Beauvais pour se former comme ingénieur agronome. Là encore, il évolue parmi des étudiants issus de familles aisées. Cette période de sa vie reste plus discrète, presque silencieuse dans les archives. Mais elle est loin d'être insignifiante. C'est à ce moment qu'il fait une rencontre décisive. Joseph tombe amoureux de Juliette Lafargue, la fille d'un négociant en vin de Villejuif. Il partage désormais son temps entre cette relation naissante et un travail intellectuel exigeant. Il rédige sa thèse avec acharnement, fidèle à sa discipline. En 1907, il la soutient avec succès et obtient son diplôme. Joseph Laroche est désormais ingénieur. Des années plus tôt, il l'avait annoncé avec assurance à sa mère. Contre le froid, l'exil et l'effacement, il a tenu parole. Mais ce succès, aussi éclatant soit-il, n'est qu'une étape. Sans le savoir, Joseph s'approche déjà du tournant le plus tragique de son destin. Plus rien ne retient Joseph à Beauvais. Il prend alors la route de Lille pour suivre des cours à la faculté catholique des hautes études industrielles. Cette étape de sa vie reste floue, presque effacée des archives. Serge Billet avoue avoir rencontré d'immenses difficultés à en retracer les contours. Travailler sur un homme que l'histoire a ignoré, c'est souvent avancer à tâtons. De ce passage lillois, il subsiste pourtant quelques fragments.
Des détails qui parlent moins d'études que de sensations. Joseph assiste à des combats de coqs, une tradition qui lui rappelle immédiatement Haïti. Le journaliste imagine sa surprise, peut-être même une forme de réconfort. Retrouver un bout de chez soi si loin de chez soi n'est jamais anodin. D'autres images viennent sans doute nourrir cette nostalgie discrète. Les carnavals de Lille et de Dunkerque dès leurs couleurs et leur agitation. Des fêtes populaires, des ça qui peuvent faire écho au jour de liesse haïtien. Dans ces moments, Joseph n'est plus seulement un étudiant étranger. Il redevient un homme traversé par des souvenirs. Une fois ses études terminées, Joseph quitte définitivement le nord de la France. Pour lui, l'avenir est clair depuis le début. Après ses parenthèses beauvaisiennes et lilloises, il rentra travailler au Cap-Haïtien. C'est là-bas et nulle part ailleurs qu'il projette sa vie. Mais un sentiment va bouleverser ce calendrier soigneusement tracé. L'amour retarde son retour. En 1908, Joseph épouse Juliette Lafargue. Le couple s'installe chez le père de Juliette, à Villejuif, en région parisienne. Joseph décroche un premier emploi chez Nord-Sud, l'entreprise chargée de construire le métro parisien. Une expérience prometteuse, mais de courte durée. À la fin de son contrat, tout se complique. Joseph peine à trouver un travail stable malgré ses diplômes. Il enchaîne les petits boulots sans reconnaissance ni sécurité. Pour la première fois depuis son arrivée en France, quelque chose résiste vraiment à ses efforts. Et ce mur a un nom. Les témoignages sont sans équivoque. Sa fille Louise expliquera plus tard que ses employeurs invoquaient toujours son jeune âge ou son manque d'expérience pour le sous-payer. Mais derrière ces prétextes se cache une réalité plus dure. Serge Billet le rappelle sans détour, nous sommes à l'époque des os humains. Si Joseph ne trouve pas de travail, ce n'est pas un hasard. En 1907, une exposition coloniale à Nogent-sur-Marne attire des millions de visiteurs. On y observe des hommes et des femmes issus des colonies comme des curiosités. À Amiens, l'année précédente, un village sénégalais avait déjà été présenté de la même manière. Cette atmosphère pèse sur la société française, et Joseph n'y échappe pas. Le racisme qu'il n'avait pas connu à Beauvais le rattrape enfin. Avant d'aller plus loin, il faut parler du phénomène des zoos humains. Les zoos humains ou exhibitions ethnologiques étaient des spectacles populaires au 19e et au 20e siècle, principalement en Occident, à Paris, à Londres et à New York, exposant des personnes colonisées dans des enclos simulant un état sauvage, entre guillemets. Ces pratiques racistes visant à justifier la domination coloniale déshumanisaient les exposés et ont attiré des millions de visiteurs jusqu'aux années 1930, voire 1958. L'objectif était de démontrer une prétendue infériorité des peuples colonisés et la supériorité de la société occidentale, faisant passer le racisme scientifique au racisme populaire. Les personnes étaient placées dans des enclos souvent à côté d'animaux, contraintes de reproduire des scènes de vie primitives, villages sénégalais, campements amérindiens. Le cas le plus célèbre est celui d'Otabanga, un jeune homme mbouti exposé en 1906 dans la cage aux singes du zoo du Bronx à New York. En 1994, le dernier exemple notoire en France fut le village de Bamboula à Port-Saint-Père, près de Nantes, où des Ivoiriens étaient exhibés dans des conditions précaires. C'est dans ce contexte-là, Joseph évolue à Paris. Peu après son mariage, Juliette donne naissance à 2 filles, en 1909 puis en 1910. Les dépenses augmentent tandis que la carrière de Joseph stagne. L'ingénieur prometteur se retrouve pris dans une impasse. Chaque mois rend l'idée du retour plus urgente. Mais le déclic viendra d'Haïti. En 1911, Cincinnatus Lecomte, le mari de sa cousine Joséphine, prend le pouvoir en Haïti. Joseph reçoit alors une offre inattendue. Un poste de professeur de mathématiques et de physique dans son pays natal l'attend. Pour lui, c'est l'heure du retour aux sources. Il se prépare à faire découvrir Haïti à sa femme et à ses enfants, convaincu que le bonheur l'attend enfin de l'autre côté de l'Atlantique. La femme de Joseph attend un 3e enfant et il espère le voir naître en Haïti. Le départ devient une urgence intime autant qu'un espoir de renaissance. Joseph achète alors 4 billets pour traverser l'Atlantique sur un paquebot flambant neuf, le France. À ce moment-là, rien ne laissait présager un changement de plan. Le voyage semblait enfin aligné avec leur avenir.
Il faut préciser qu'en parlant du France, on fait allusion au paquebot transatlantique français de la Compagnie Générale Transatlantique, communément appelée le France, mis en service en 1912 et qui assurera la ligne Le Havre-New York jusqu'en 1932. Et non pas à la France qui renvoie au pays, à la République française. Plan initial, Joseph devait voyager à bord du France. Mais un détail bouleverse tout. Joseph apprend que les règlements du France imposent aux enfants de manger séparément de leurs parents. Pour lui, cette idée est inconcevable. Il refuse d'être éloigné de ses filles pendant la traversée. Il échange donc ses billets pour un autre navire, le Titanic. Le 10 avril 1912, le jour du départ arrive. La famille Laroche est élégante, impressionnée par la démesure et le luxe du paquebot. Ils embarquent à Cherbourg, conscients de vivre un moment exceptionnel. À bord, Juliette écrit à son père une lettre qu'elle confiera à la poste irlandaise lors de l'escale prévue à Queenstown. Elle y décrit le confort du bateau et l'atmosphère rassurante qui les entoure. Dans cette lettre, Juliette parle aussi de leurs 2 filles et des rencontres faites à bord. La famille voyage en 2e classe, réservée aux passagers aisés. Le confort est réel, même s'il n'égale pas le faste de la 1re classe. Rien ne semble troubler cette traversée qui commence sous de bons auspices. L'océan paraît docile, presque complice. 2 jours plus tard, tout bascule. Dans la nuit du 14 avril, la famille est brutalement réveillée. Le Titanic vient de heurter un iceberg et la panique se répand à bord. Dans la confusion, la famille est séparée. Juliette se retrouve avec leur fille aînée, Simone, tandis que Joseph reste avec la plus jeune, Louise. Joseph Laroche meurt dans le naufrage, avec environ 1500 autres passagers. Juliette et ses filles, elles, survivent. Juliette et Simone sont conduites vers un canot de sauvetage. Joseph parvient à les rejoindre une dernière fois. Dans un geste désespéré, il confie Louise à sa mère, juste à temps. Mais lorsqu'il tente de monter à son tour, on l'en empêche. La règle est implacable, les femmes et les enfants d'abord. Avant que le canot ne s'éloigne, Joseph prononce ces derniers mots. Il rassure Juliette, lui promet que tout ira bien. Il lui demande de veiller sur leur fille. Juliette racontera plus tard cette scène avec des larmes impossibles à contenir. Ces paroles resteront gravées comme un serment brisé. Elles arrivent à New York, démunies, brisées, incapables de se projeter. Des personnes charitables leur viennent en aide pour les premiers jours. La traversée s'est achevée, mais le deuil ne fait que commencer. De retour en France, Juliette est accueillie par son père. Sur le quai du Havre, elle s'effondre en racontant sa dernière conversation avec Joseph. Elle répète qu'elle l'a cru, sincèrement. Sans cette certitude, jamais elle ne l'aurait quitté. Ces mots résonnent comme un écho cruel du destin. Ainsi s'achève le parcours de Joseph Laroche. Non pas dans l'oubli volontaire, mais dans un silence que l'histoire a longtemps entretenu. Le seul passager noir du Titanic disparaît dans les eaux glacées de l'Atlantique. Mais son histoire, elle, refuse désormais de sombrer. Le corps de Joseph Laroche n'a jamais été retrouvé. Pourtant, sa disparition ne passe pas totalement sous silence. Le 24 mai 1912, un service religieux est organisé en son honneur à l'église de Villejuif. Une foule nombreuse s'y rassemble, unie dans une communion franco-haïtienne profondément émouvante. Pour ceux qui restent, il s'agit déjà de refuser l'effacement. 2 mois plus tard, un autre hommage lui est rendu. Au collège de Beauvais, l'association des anciens élèves honore la mémoire de celui qui avait autrefois arpenté ses couloirs. Ce geste symbolique contraste avec l'oubli dans lequel son nom tombera ensuite. Joseph a compté, mais l'histoire ne l'a pas retenu. Du moins pas encore. L'enfant que Juliette portait au moment du naufrage naît en décembre. Elle lui donne le prénom de son père comme un acte de transmission silencieux. Joseph Laroche vit désormais à travers ce fils qu'il n'a jamais connu. Juliette, elle, ne se remariera jamais. Quelques années après le drame, une indemnisation est versée. La compagnie maritime américaine accorde à Juliette la somme de 150 000 francs. Une réparation financière qui ne peut compenser l'absence. La vie continue, mais avec une fracture irréversible. Le Titanic a laissé une trace intime autant qu'historique. Les années passent et les 3 enfants du couple finissent par disparaître à leur tour. La mémoire de Joseph s'amenuise, presque engloutie par le temps. Sans archives, sans récit transmis, son nom risque de se dissoudre définitivement. Et c'est là, précisément, qu'intervient
Serge Billet. Son travail vient bousculer le silence. Avec son livre traduit aussi en anglais pour une diffusion aux États-Unis, le journaliste redonne un visage à Joseph Laroche. Il affirme que son histoire méritait d'être racontée. Il avoue même avoir ressenti une frustration profonde face au manque. Retrouver des traces de la famille s'est révélé particulièrement difficile. À Cap-Haïtien, là où Joseph est né, rien ne subsiste de la boutique de sa mère. Les lieux ont changé, les souvenirs matériels se sont dissipés. Invité à Montréal pour une conférence, Serge Billet partage cette histoire devant plusieurs membres de la famille Laroche. L'émotion est intense, presque palpable. Pour un instant, le passé rejoint le présent. La mémoire devient vivante, collective. Joseph n'est plus seulement un nom. Serge Billet se dit heureux d'avoir apporté sa pierre à l'édifice. Mais il espère que d'autres s'approprieront cette histoire, qu'elle continue de circuler, de se transmettre et de se transformer. Peut-être à travers le cinéma, un jour. Car certaines vies, même englouties par l'océan, refusent de disparaître.